Alors, je vais vous parler d'Escherichia coli. Alors, le titre, j'ai aussi cherché à trouver un titre un petit peu accrocheur, donc l'ennemi de l'intérieur. Et en fait, vous verrez tout de suite que Escherichia coli, en fait, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est une bactérie ancienne, je dirais, du moins dans sa découverte. C'est vraiment une de ces premières bactéries qu'on a isolées dans ces périodes, je dirais, de la bactériologie glorieuse. En fait, cette bactérie a été isolée en 1885. Alors, 1885, pour vous donner une idée, c'est la date où Pasteur découvre le vaccin contre la rage. Nous sommes tout à fait dans cette période donc, des grandes découvertes en microbiologie. Et en fait, il faut le retenir, c'est important, mon but n'est pas simplement de vous montrer ce vieux personnage avec cette barbe, c'est un pédiatre allemand qui s'appelle Theodor Eschrich, qui va isoler des selles d'enfants nouveau-nés, un bacille, qu'il va appeler Bacterium coli communae. Alors, dans ce latin de cuisine, en fait, vous allez retrouver l'élément essentiel de cette bactérie au départ. C'est une bactérie commune qu'on va retrouver donc dans les selles, et dès la naissance chez le jeune enfant, ce pédiatre l'a isolé donc des selles de jeune enfant. Et en fait, cette bactérie, avant tout, c'est une bactérie commensale. Vous avez tous dans votre tube digestif Escherichia coli. Cette bactérie, elle est présente chez tout le monde. Et en fait, c'est la bactérie anaérobie facultative prédominante du microbiote intestinal. Alors, je suis sûr que vous avez eu des présentations sur le microbiote. Ce n'est pas la bactérie la plus importante, ce sont des bactéries anaérobies, et souvent des bactéries qu'on n'arrive pas à cultiver. Celle-là, on la cultive très bien, mais c'est celle que l'on cultive le mieux et qui se trouve chez tous les individus. Et l'autre point important que je vous ai dit au départ, cette bactérie, en fait, elle appartient à la microflore initiale. À la naissance, le tube digestif est stérile, mais vous allez être colonisé très rapidement, dès les premiers jours, par cette bactérie. Donc nous avons tous Escherichia coli qui vit tranquillement dans nos petits digestifs. Donc voilà, c'est une bactérie commensale. Maintenant, on peut dire que finalement, vous êtes tous ici présents des super sécréteurs d'Escherichia coli. Si je prends la population humaine, à peu près 6 milliards d'individus, si on prend le nombre de colis par gramme de sel, 10 puissance 8, on fait un petit calcul, voilà, vous excrétez tous les jours, on excrète tout le monde, dans le monde, 10 puissance 20 Escherichia coli par jour. Donc nous sommes entourés d'Escherichia coli, je parle ici que de l'homme, parce que Escherichia coli, c'est aussi chez l'animal. Donc voilà une bactérie commune présente partout dans notre environnement. Le problème, comme disait Philippe, je suis donc à l'hôpital au CHU de Purpan, eh bien, dans le laboratoire de bactériologie médicale, c'est la première bactérie que nous allons isoler au CHU. Donc c'est aussi, voilà, on isole 10% de nos identifications, c'est Escherichia coli. On isole environ 10 000 Escherichia coli au CHU de Purpan, au CHU de Toulouse. Donc, ce qui veut dire qu'en même temps, vous avez cette bactérie qui est une bactérie commensale, nous avons tous, mais c'est aussi une bactérie qu'on va isoler de malade. Et donc, comment essayer d'expliquer que l'on ait finalement cette dichotomie entre une bactérie commensale et une bactérie pathogène? Parce que cette bactérie, ce n'est pas seulement les infections nosocomiales, mais c'est aussi les diarrhées. Vous savez tous que la tourista, vous partez à l'étranger, vous revenez avec des diarrhées, et Escherichia coli. C'est les diarrhées aussi chez les jeunes enfants qui vont faire des diarrhées chroniques. C'est des infections urinaires. Une femme sur 3 fera au moins une fois dans sa vie une infection Escherichia coli. Donc c'est une bactérie aussi, comme je vous ai parlé, d'infection nosocomiale et, pour rester dans l'actualité, des bactéries qui sont associées à des toxi-infections alimentaires. Alors, on vous a parlé du hamburger qui tue à mon époque, au 157H7. Mais plus récemment, vous avez eu le problème des O104H4, contamination de fenugrec. Donc c'est aussi un pathogène qui est associé à des toxi-infections alimentaires. Alors comment arriver à expliquer que l'on ait d'un côté donc, cette diversité d'infections et le fait qu'on ait aussi ces bactéries qui soient commensales? Alors en fait, la réponse, ce n'est pas l'unique réponse, mais une des réponses, en fait, c'est associé, et je pense que c'est important, ce que j'appelle ici la plasticité de son génome. Il faut bien savoir que quand vous comparez deux souches d'Escherichia coli, quand vous comparez son génome, environ seulement que 40% de ce génome est conservé entre deux souches d'Escherichia coli. Vous et le chimpanzé, enfin moi et le chimpanzé, je ne veux pas vous vexer, on est à 99% identiques. 99,9. Ici, entre deux souches d'Escherichia coli, il n'y a que 40% de gènes qui sont conservés. Ce qui veut dire que vous avez dans les autres 60% de gènes, vous avez une grande diversité qui va expliquer finalement que ces souches sont très diverses, parce qu'elles ont une capacité à s'adapter dans différentes niches écologiques. Et ce travail, en fait, c'est lié à des éléments mobiles, je ne vais pas revenir dessus, mais des phages, des plasmides, des îlots de pathogénicité, des transposons,
qui vont finalement s'intégrer dans le génome et qui vont donner cette diversité. Et le résultat, évidemment, c'est ça, c'est ces différents pathovars ou pathotypes des Escherichia coli qui sont associés à des pathologies très diverses, soit des Escherichia coli responsables d'infections intestinales, soit des Escherichia coli responsables d'infections extra-intestinales. Et chaque fois, vous allez avoir des mécanismes très divers qui vont être mis en jeu par ces bactéries pour pirater la cellule hôte et être capable de se multiplier dans un environnement très différent. Alors, au laboratoire d'où je viens, on travaille sur différents pathovars. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On travaille sur les EXPEC, on travaille sur les EPEC, sur les entérohémorragiques, puis maintenant plus récemment entéronégatifs. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail, ce n'est pas le but de cette présentation. Je vais me focaliser sur un de ces pathovars et je vais illustrer un des facteurs de virulence de ces pathovars. Alors, le pathovar que j'ai choisi, ce sont les Escherichia coli qui sont responsables d'infections extra-intestinales. Donc, en fait, celles qui sont responsables de méningite, de septicémie, d'infections urinaires, ce sont finalement, je dirais, celles les plus courantes en France, d'une certaine manière. C'est celles que vous allez avoir à l'hôpital le plus souvent, ce sont ce type de bactéries. Ou l'infection urinaire que vous allez avoir chez la femme, c'est ce type de bactéries. En termes de nombre, là je n'ai pas les chiffres en France, mais on estime par exemple aux États-Unis qu'il y a 60 millions de cas de cystite à Escherichia coli par an. 250 000 pyélonéphrite et 100 000 cas de septicémie. Donc vous voyez, c'est vraiment un pathogène qui est courant, qu'on va retrouver donc, dans la population commune, associé à ces pathologies extra-intestinales. Et comme je vous l'ai dit précédemment, quand on regarde le génome de ces bactéries, alors si c'est un génome, vous avez dû voir que les génomes des bactéries sont souvent assez circulaires, quand on regarde le génome de ces bactéries, on va avoir des fragments du génome qui vont être conservés, qui vont faire partie de ce corps génome, de ce squelette qui est conservé dans l'ensemble de l'espèce, et puis des régions mobiles qui ont été acquises par les bactéries et qui lui ont apporté des capacités nouvelles à coloniser des niches différentes. Et donc on va retrouver ce qu'on appelle ici, par exemple, des îlots de pathogénicité. Eh bien, moi, je vais focaliser mon étude sur un de ces îlots de pathogénicité, ici, qu'on appelle l'îlot 6, PI6, qui est inséré à un hotspot d'intégration au niveau d'un tRNA. Et cet îlot, on a étudié ce qu'il y avait dans cet îlot. Alors, quand on a regardé cet îlot, on a été un petit peu surpris, puisqu'on s'attendait à trouver quelque chose de relativement connu, un système de sécrétion de type 3 ou de type 4. Et en fait, nous, on a trouvé des gènes qui codent pour de grosses enzymes, qu'on appelle des polykétides ribosomales peptides synthase. Donc, en fait, ce sont des enzymes qui vont non pas coder directement des protéines, vont coder finalement des espèces de complexes chimiques de produits secondaires, qui sont des polykétides et qui sont des peptides non ribosomaux. Et en fait, quand on a regardé ces systèmes-là, donc ils sont dépendants de ces grosses enzymes, qui sont codées par ces gènes sur cet îlot, eh bien ces enzymes-là, ils vont donc coder pour un système qu'on appelait donc une toxine qu'on appelait colibactine. Et cette structure, vous la voyez ici, ce que je vous montre, c'est une structure prédite, on n'a pas encore purifié complètement le composé, et bien c'est une structure qui est beaucoup plus proche d'un antibiotique. Ces espèces de structures qu'on va avoir chimiques qui vont être finalement produites par ce complexe, par ce de biosynthèse. Et donc la question qui nous a intéressés à ce moment-là, ça a été, voilà, nous avons ces bactéries pathogènes qui sont capables donc d'infections extra-intestinales, elles ont un îlot spécifique qui leur permettent finalement de produire ce type de molécules. Qu'est-ce que fait ce type de molécule? Quel est le rôle et la fonction de cette molécule? Alors, quand on fait de l'interaction bactérie, quand on fait du travail sur les interactions hôtes pathogènes, on passe souvent sur des phases d'interaction bactéries-cellules. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est simplement par mettre nos bactéries sur des cellules eucaryotes. Et on a regardé en mettant soit les bactéries vivantes, soit les bactéries tuées, soit un lysat de ces bactéries, soit en séparant ces bactéries vivantes par des filtres, ici 0,22. Et qu'est-ce qu'on a montré? C'est qu'on a besoin, quand on a un contact direct de ces bactéries avec les cellules eucaryotes, donc ici vous avez les cellules eucaryotes qui est en culture des tapis cellulaires, et bien on voyait apparaître, au bout de quelques jours, quand on avait ces bactéries, la présence d'énormes cellules mononucléées. Donc globalement, quand on mettait simplement nos bactéries pendant quelques heures en contact avec les cellules eucaryotes, on voyait que quand il y avait un contact direct, que vraiment la bactérie vivante est en contact direct avec la cellule, on voyait apparaître des espèces de grosses cellules mononucléées. Et le point important,
et ça va être finalement là l'axe pour voir le lien par rapport au cycle cellulaire, c'est ce que vous voyez, vous avez des grosses cellules, mais vous voyez de gros noyaux. Et ça, quand on a commencé à travailler sur ce domaine-là, ça nous a ouvert sur un autre domaine, qui était le cycle cellulaire eucaryote. Alors, petit rappel, moi je vous dis au départ je suis bactériologiste, alors je vais me permettre de faire ce petit rappel, comment marche le cycle cellulaire eucaryote. Le cycle cellulaire eucaryote, c'est avant tout deux grandes phases, donc la phase de mitose et la phase de synthèse ADN. Puis vous avez deux phases intermédiaires ou gaps, que j'appelle G1 ou G2, qui vont permettre de préparer la cellule d'abord à la synthèse, puis après à la mitose. Et quand on regarde le contenu en ADN de ces cellules en fonction de ce cycle, vous voyez que vous allez augmenter votre contenu en ADN au moment de la phase S, vous allez doubler le contenu en ADN. D'accord ? Parce que votre cellule va se préparer pour se diviser. Donc, dans cette phase-là, il va y avoir contenu 2N, synthèse, et vous arrivez à un contenu 4N multiplié par 2. Ce petit rappel, simplement pour vous expliquer une technique qu'on utilise derrière pour aller regarder un petit peu le contenu en ADN des cellules eucaryotes. On peut regarder donc ça par fax. Donc c'est ce qu'on peut faire à côté. On va marquer donc le contenu en ADN, et puis on va regarder les nombres de cellules en fonction de la quantité d'ADN qu'on va retrouver. Et là, vous avez un profil de fax classique, ce que l'on a. Donc ici, vous avez le nombre de cellules, et ici, vous avez après la quantité de marquage que l'on a au niveau de l'ADN. Et vous voyez ici des cellules qui sont en G1, qui sont là, des cellules qui sont en phase S, qui sont là, et des cellules qui sont en phase G2, alors mitose, on ne les voit pas, G2M, la transition juste avant la mitose, qui sont là. OK ? Si vous avez bien compris ça, vous voyez quoi ressemble une population hétérogène de cellules eucaryotes qui se divisent. Voilà. Elles sont hétérogènes, donc vous avez des cellules qui sont en G1, des cellules qui sont en phase S et des cellules qui sont en G2M. Donc voilà globalement, je dirais, mon outil de travail, qui sont mes cellules eucaryotes hétérogènes qui se multiplient sur lesquelles je mets des bactéries. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets les bactéries, si je reprends les bactéries et je refais la même manip? Ici, donc, vous avez cette population hétérogène de cellules eucaryotes qui est là, et vous voyez que toutes ces cellules eucaryotes, elles se multiplient, elles se divisent, et on peut retrouver la population G1, S et G2. Donc vous avez bien cette population qui est dans les différentes phases du cycle cellulaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends les cellules qui ont été en contact, infectées avec les bactéries qui contiennent cet îlot de virulence qui code pour cette colibactine et qu'on observe ces gros noyaux, cette mégalocytose? Et bien, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez le contenu de ces noyaux? Vous voyez qu'en fait, toutes les cellules sont bloquées en G2. C'est-à-dire que toutes les cellules sont dans la phase G2 du cycle cellulaire. Donc je vous montre par cette technique simple en quoi un contact court de moins d'une heure de bactéries avec des cellules eucaryotes a pour conséquence de bloquer l'ensemble des cellules à la transition G2M, de les avoir toutes en phase G2. Mais pour faire cette analyse, je travaillais sur des bactéries, sur des cellules qui étaient, je dirais, dans toutes les phases du cycle cellulaire. Elles étaient en G1, en M, elles étaient hétérogènes. Il existe des moyens pour synchroniser mes cultures cellulaires, c'est-à-dire pour avoir toutes mes cellules qui suivent toutes en même temps le cycle, c'est-à-dire qu'elles soient toutes en G1 en même temps, toutes en phase S en même temps et toutes en G2 en même temps. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons refait la même expérience, mettre en contact les bactéries avec les cellules eucaryotes, mais cette fois-ci en travaillant sur des cellules synchronisées. Et on est parti sur des cellules qui étaient toutes en G1. On a toutes mis en G1, la technique par double bloc de thymidine, on est capable de les synchroniser en G1. Ça va arriver. Et on a après relâché le bloc et on a regardé ce qui se passait. Donc vous voyez ici des cellules qui ont été synchronisées juste en G1 ici. Donc vous les voyez qui sont tous accumulés. On a relâché le bloc, on les a infectés et on a vu comment s'évalue le cycle. Vous voyez que les cellules sont rentrées en phase S, puis après sont venues en G2, certaines sont déjà retournées en phase G1, et puis finalement, voilà, vous voyez, aux 6 heures, 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures, finalement, vous avez vu qu'au final, toutes les cellules sont revenues dans un cycle et sont passées par différentes phases du cycle. Mais vous êtes capable ici, dans les premières heures, de voir qu'il vous a fallu 6 heures pour rentrer dans la phase S,
12 heures pour commencer à rentrer et même sortir de la phase G2, puis après 24 heures, vous accumulez tout en G1. Donc vous voyez, vous êtes capable ici de suivre cette progression sur ces mêmes cellules. Donc ces cellules ont été en contact avec des bactéries qui ne produisaient pas la toxine. Et vous voyez que vous n'altérez absolument pas cette progression. Maintenant, je fais la même expérience avec ces mêmes types de cellules qui sont synchronisées, qui sont toutes arrêtées à cette transition, mais je les mets avec des bactéries qui produisent la toxine, la colibactine. Et vous voyez en effet que vous avez non seulement au début, vous rentrez bien en phase S, mais vous voyez que vous restez en phase S au bout de 12 heures, au bout de 24 heures, au bout de 36 heures, et qu'il vous faut pratiquement 48 heures pour arriver finalement en G2. Donc, cet arrêt en G2 que je vous ai illustré est en fait une conséquence aussi d'un ralentissement de la phase S. C'est-à-dire que non seulement vous avez finalement au final un arrêt, une accumulation des cellules en G2, mais ça passe aussi par un ralentissement de la phase S. Donc en fait, ce phénomène final que vous voyez de grosses cellules, c'est deux conséquences. Un ralentissement de la phase S dans le cycle cellulaire eucaryote et un blocage de la transition G2M avec une accumulation en phase G2. Et quand vous êtes biologiste cellulaire et quand vous avez ces deux phénomènes, l'arrêt en G2 et le ralentissement de la phase S, ça évoque l'activation de ce qu'on appelle le G2 checkpoint. Et ce G2 checkpoint, en fait, c'est une cascade d'activation qui dépend d'ATM, qui va être phosphorylé, qui va phosphoryler CHK2, CDC25 et toute une série de kinases qui vont être, eux, ici, directement contrôler le passage de la phase G2 à la mitose. Donc ce sont tous ces systèmes de régulateurs de switch qui vont permettre de contrôler le passage de la phase G2 à la mitose. Et qu'est-ce qu'on a montré quand on a utilisé finalement ces bactéries qui produisaient ou pas cette toxine? En fait, on a montré qu'on avait une activation totale de ce phénomène, qu'on avait phosphorylation d'ATM, phosphorylation de check2, de check1 que je n'ai pas indiqué ici aussi, et finalement donc activation de ce checkpoint. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce checkpoint? Quel est le rôle biologique de ce checkpoint? On va prendre ce cycle ici, on va essayer de vous l'expliquer, et je vous le remontrerai plusieurs fois au cours de ma présentation, parce que tout est basé là-dessus. Je vous ai expliqué que, voilà, dans une cellule eucaryote normale qui se divise, vous allez avoir donc la mitose, la phase S avec synthèse ADN, puis le G1, G2. Donc je ne reviens pas là-dessus. Ce que je vous ai montré, c'est que quand on avait nos bactéries qui produisaient la colibactine en contact avec ces cellules eucaryotes, on avait un ralentissement de cette phase S et on avait un arrêt au niveau de la transition G2M. En fait, je ne vous ai pas tout dit, parce que j'ai travaillé sur des cellules qui étaient bloquées, qui étaient mutées pour P53. En fait, en fonction du type cellulaire, j'aurais pu observer aussi un arrêt en G1. D'accord? Donc, vous voyez bien ici que les arrêts, ce que je vous ai indiqué, les conséquences sur le cycle cellulaire, dépendent finalement de ce système, de cette molécule ATM, qui est la molécule cible au départ de ce G2 checkpoint. Et en fait, le rôle principal de cette molécule, c'est de sentir finalement de répondre aux cassures double brin que pourrait subir l'ADN de la cellule hôte. Et en fait, tout ce mécanisme que je vous ai mis en route est un mécanisme qui est mis en route naturellement par les cellules eucaryotes pour répondre à des agressions sur le génome eucaryote. Quand vous avez des cassures double brin, vous allez avoir phosphorylation d'ATM qui va tout de suite dire oh, stop, on arrête le cycle cellulaire, vous bloquez donc l'arrêt du cycle cellulaire, et qui va enclencher un système de réparation qui va entraîner un ralentissement de la phase S. Oui, je prends un peu d'eau. Qui va un ralentissement de la phase S. Donc globalement, ce que je vous ai montré avec ces bactéries, c'est que finalement, on mimait ce qu'on observe naturellement sur les cellules eucaryotes qui sont en contact avec les agents génotoxiques. Donc vous comprenez que la question qui a suivi derrière, est-ce que finalement ces bactéries ne feraient pas des cassures double brin qui expliqueraient finalement les conséquences qu'on observe sur le cycle cellulaire et sur la phase de réparation? Encore une fois, pour parler comme les anglo-saxons, pour faire une longue histoire courte, on a donc essayé de regarder si on avait la mise en place du système de réparation et la phosphorylation d'une histone particulière qu'on appelle H2X qui va répondre elle aussi à ces cassures. Et qu'est-ce qu'on a montré? Donc ici, vous avez une coloration au dapis en bleu donc de l'ADN, et ici une coloration en verte qui correspond donc à la forme phosphorylée de cette histone.
Et vous voyez que quand vous avez les cellules qui ont été en contact avec les bactéries en nombre croissant qui produisent cette colibactine qui contient ces lots de pathogénicité, vous allez avoir phosphorylation d'H2AX. Donc vous avez bien un premier marquage, donc cette histone, qui est une conséquence de ces cassures double brin. Donc pour être un peu plus direct et pour essayer de visualiser vraiment maintenant cette cassure, est-ce qu'on a vraiment induction de cassure directement dans le noyau? Eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on prend finalement les noyaux de ces cellules et on va appliquer ce qu'on appelle le test comète. Vous allez voir, c'est assez visible quand on fait la manip. En fait, on va prendre ces noyaux et on va les perméabiliser. Donc on prend les noyaux des cellules qui sont infectés ou pas par des bactéries et on perméabilise. Et après, on fait passer ça sous un champ électrique. Si vous avez votre ADN qui est cassé, l'ADN va passer par les pores des noyaux et vous allez avoir l'ADN qui va sortir du noyau. Si l'ADN n'est pas cassé, il va rester dans le noyau, qui est une espèce de sac qui va contenir à l'intérieur. Donc, les mailles ne sont pas assez grosses pour laisser passer la molécule entière. Et bien, quand vous regardez ça, ce qu'on appelle ça un test comète, ben, vous voyez que quand il y a des cassures double brin, vous voyez bien l'ADN qui sort. Et qu'est-ce qu'on a montré? Ben, c'est que quand on avait une bactérie qui produisait donc, cette colibactine, qui produisait cet îlot, eh bien, on avait bien cette cassure double brin. Alors, ça, c'est comme dit un petit peu Philippe, c'est une histoire un peu ancienne que je vais résumer ici rapidement, mais qui vous illustre bien un petit peu ce phénomène. Nous avons donc des bactéries qui produisent une molécule, un hybride polykotide peptide non ribosomal, qui est ici. Cette molécule va casser, faire des cassures double brin, va casser l'ADN de l'autre. Et la conséquence de ces cassures, ça va enclencher toute une cascade de signalisation qui va arriver jusqu'à l'arrêt du cycle cellulaire en G2 et l'apparition de ces grosses cellules. OK. Donc ça, voilà, vous avez donc des bactéries qui sont génotoxiques et qui sont capables donc de casser l'ADN des cellules hôtes. Alors la vraie question maintenant, et c'était là où on commence à voir voilà, un peu plus compliqué, je dirais peut-être, c'est pourquoi ces bactéries produisent cette génotoxine. Quel est le rôle de cette génotoxine? Alors, comme je vous l'ai expliqué, ces bactéries qu'on appelle expect, qui sont responsables d'une infection intestinale, on va les retrouver associées à des septicémies. Donc, on est passé de la cellule eucaryote, des cultures cellulaires, on est passé à la souris. Et donc, dans la souris, on a mis au point un modèle qui permet de reproduire cette septicémie qu'on peut observer lors d'infections, par exemple, nosocomiales. Et on a muté des gènes qui étaient importants pour la synthèse globale de cette toxine, et on a fait des complémentations, je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques. Le point important, c'est que voilà, on a fait ces mutants, donc qui produisent la colibactine, expect plus, le mutant qui n'est plus capable de produire, et les mutants complémentés, et on a pris du PBS, un produit donc sans bactéries, comme contrôle. Et on est parti, la fleur au fusil, à faire des expériences chez la souris et à comparer la virulence de la souche sauvage, de la souche mutée, de la souche complémentée. Et là, souvent, quand on fait du in vivo, eh ben, on est tombé des nues parce qu'il n'y a aucune différence. Ces différences qu'on voit là ne sont pas significatives. Il n'y a pas de différence de mortalité entre les souches qui ne produisent et ne coproduisent pas la colibactine. Donc, globalement, nous avions un magnifique effet cytopathique sur des cellules eucaryotes, mais absolument aucune conséquence sur la virulence de la bactérie. Alors, vous allez me dire, on aurait pu s'arrêter là et puis dire, finalement, on va continuer de parler qu'on a une génotoxine, mais ça n'a aucun rôle. Et on a essayé un petit peu de réfléchir un peu plus. Alors, déjà, premier point, la souris, ce n'est pas l'homme. Donc, c'est facile, c'est une réponse facile à faire, mais ce n'était pas suffisant. Donc, ce qu'on a essayé de se dire, on va peut-être essayer de jouer un petit peu plus à l'urgentiste qui reçoit quelqu'un dans son service et d'habitude, quand il a une infection, on essaye de le traiter. Donc ce coup-ci, on a essayé de faire la même manip avec les souris, mais cette fois-ci, on les a traités. On leur a donné des antibiotiques et puis on les a perfusés. Voilà, on a essayé de les sauver. Et quand on a fait cette fois-ci, on a voulu bien faire. Cette fois-ci, la différence, on a vu qu'il y a une différence majeure entre les souches qui produisaient ou qui ne produisaient pas la colibactine. Et donc, globalement, qu'est-ce que l'on a montré là, dans ce mécanisme? C'est que quand la colibactine était produite, eh bien, on aggravait finalement la mortalité par rapport
aux animaux qui étaient injectés par des bactéries qui ne produisaient pas la colibactine. Mais ça dans un contexte finalement de traitement à la gentamicine, donc les antibiotiques, et de réhydratation. Donc quand on est dans un contexte où on essaie de maîtriser et de contrôler cette infection, on observait à ce moment-là une différence en termes de létalité entre les animaux injectés ou pas avec la bactérie qui produisait ou pas la toxine. Et quand on regardait maintenant au niveau de ce qui se passait au niveau de l'histologie, on voyait que finalement, un des points majeurs qu'on observait chez les animaux, c'est en fait un effet direct sur les splénocytes. Et on voyait en fait qu'on avait une aggravation de la lymphopénie dans les animaux qui étaient infectés par les bactéries qui produisaient cette colibactine. Donc on a suivi finalement ces cultures de lymphocytes, on a vu qu'on avait une augmentation donc, de la létalité de ces splénocytes, et on a montré en fait que, in vivo, une des cibles majeures finalement de la colibactine, c'était les lymphocytes, et qu'en fait la colibactine était avant tout lymphotoxique. On a montré que directement, ici sur culture cellulaire, on avait capacité donc de ces colibactines à induire H2AX, qui était donc ce marqueur de Cassio double brin. Et donc globalement, in vivo, on induisait les Cassio double brin. Et la conséquence était évidemment un arrêt du cycle cellulaire, si on veut, mais surtout très rapidement une mort par apoptose que l'on observait avec une accumulation donc, de cette mortalité. Donc, si on prend le modèle souris, les manips sur les splénocytes, les différentes cellules en culture, qu'est-ce qu'on montre? C'est qu'en fait, cette génotoxine va agir comme un radiomimétique et va en fait exacerber la lymphopénie durant le sepsis. Alors, est-ce qu'on va essayer de replacer ça maintenant au cours de l'infection? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Comment replacer la lymphopénie au cours de l'infection? Alors, d'abord, on a des données chez l'homme qui montrent que chez l'homme, dans les cas finalement de sepsis, on observe cette lymphopénie. Et quand on va refaire des modèles, donc cette fois-ci chez la souris, pas exactement les mêmes modèles que nous, et bien en fait, quand on essaie de bloquer cette apoptose, eh bien, on va améliorer le pronostic chez les souris. Donc typiquement, cette lymphopénie est quelque chose de classique, et en fait, on peut l'associer finalement, là, si on voit sur la physiopathologie d'un sepsis, par le fait que vous savez qu'en fait, le sepsis, avant tout, c'est une réponse inappropriée de l'hôte au pathogène et aux produits du pathogène qui sont les PAMS. Et donc, en fait, ce qui est important et qui est très connu, c'est qu'on sait qu'on a une première phase qui est donc l'hyperinflammation, avec une production majeure de cytokines. Mais on a aussi une deuxième phase qui est une phase d'immunosuppression. Et en fait, on pense que la colibactine va agir dans cette phase-là en exacerbant cette immunosuppression, en agissant directement sur les lymphocytes. Donc, je dirais rien de neuf là-dessus. Je vous montre que finalement, voilà, nous avons une bactérie qui est responsable d'infection intestinale. Cette bactérie produit un polykétide qui va casser l'ADN des cellules hôtes, et la conséquence de ces cassures double brin, c'est une activation finalement d'une mécanisme de réponse, mais surtout la mort par apoptose de cellules cibles, et finalement, je vous montre que vous avez production d'un facteur de virulence, d'une lymphotoxine. Ok, très bien, on était content, on montre que c'est un facteur de virulence. Mais je pense que le plus important, c'est la suite. Parce qu'en fait, pour l'instant, j'étais parti de l'a priori, vous avez des bactéries qui sont responsables de sepsis, et ces bactéries ont un îlot particulier qui produit une toxine. Cette toxine, je vous ai montré, c'est une génotoxine. Elle est agit à la fois in vivo et in vitro, et là, je vous montre que, a priori, c'est un facteur aggravant lors de sepsis. Alors, c'est vrai que quand on prend des souches qui sont responsables de sepsis, on va regarder les souches qui sont PKS+, qui ont cet îlot, qui produit la colibactine. On a de l'ordre de 30 à 60% des souches qui sont positives. Donc, il y a une bonne association entre la présence de cet îlot et la capacité de produire la toxine pour ces souches pathogènes. Mais le problème, c'est quand on regarde les souches commensales, ici, là, vous, avant de partir, si je vous prélève chacun que je regarde, eh bien, entre 10 et 50% des personnes saines que j'ai ici dans cette pièce ont dans leur tube digestif une bactérie, un Escherichia coli, qui a aussi cet îlot. Vous allez me dire, c'est pas parce que j'ai l'îlot que je produis la toxine. Donc la deuxième question qu'on s'est posée, est-ce que finalement les bactéries Escherichia coli qu'on va retrouver dans le tube digestif, est-ce qu'elles sont capables de produire dans le tube digestif
cette génotoxine. Pour l'instant, je vous ai montré qu'indirectement, cette génotoxine était produite sur des cultures cellulaires et lors d'un sepsis. Mais qu'en est-il quand cette bactérie se trouve dans votre tube digestif? On va peut-être passer cette diapo. Donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement? C'est qu'on a regardé, on a pris finalement, donc cette fois-ci, des souris encore, hein. On travaille sur des souris, et on a analysé la présence ou pas de cassures double brin. Hein, je vous ai expliqué que ces cassures double brin étaient des signes qu'on avait associés finalement à la présence ou pas de la colibactine, parce que c'était le signe de cette génotoxicité. Et on a comparé, évidemment, des souris qui n'ont pas vu de bactéries qui produisent la colibactine à des souris qui ont été irradiées. Alors, vous voyez très nettement, ici vous avez les noyaux qui sont là. Et quand vous avez la même souris qui est irradiée avec des rayons gamma, vous voyez que les noyaux sont visibles ici en brun, c'est ce marquage gamma H2AX qui montre ces cassures double brin liées aux irradiations. Donc ça, contrôle négatif, contrôle positif. Donc là, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on va regarder si dans la lumière intestinale, on a des bactéries qui produisent la colibactine, donc PKS+, ou des bactéries qui sont incapables de produire cette colibactine, donc qui sont mutées pour les gènes essentiels. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand on a la présence de bactéries qui est capable de produire cette colibactine, qui est PKS+, vous voyez que dans les noyaux, vous allez retrouver, comme dans les souris irradiées, même s'il y a un moindre nombre, vous allez retrouver ces marquages H2X. Et par contre, que si on mute les gènes qui sont associés à cette production de cette toxine, vous perdez ce phénotype. Donc là, qu'est-ce que je viens de vous montrer? C'est que non seulement vous avez la bactérie dans le tube digestif, mais cette bactérie est capable, en contact avec votre épithélium, d'induire une phosphorylation d'H2AX, qui veut dire des cassures double brin directement dans vos cellules. Ce qui veut dire que vous êtes potentiellement soumis de façon régulière à un stress génotoxique dans votre tube digestif quand vous êtes en portée des bactéries qui produisent cette colibactine. Alors vous allez me dire, bon ok, d'accord, mais et so what? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer? Alors le point important quand même, c'est que des cassures double brin, ce n'est pas anodin pour la cellule eucaryote. Et la première chose importante, c'est que c'est quand même lié à des phénomènes de cancer et d'instabilité génomique. Donc la question qu'on s'est posée, mais c'est comment essayer de l'adresser. Et ça, je vais essayer de vous rendre dans le détail. Alors je reviens sur ce schéma que je vous ai dit au départ. Vous avez ici donc le cycle cellulaire. Phase mitose, synthèse, G1, G2. Je vous ai expliqué que tout ce mécanisme-là est un mécanisme de contrôle et d'essayer de parade de l'autre vis-à-vis de cassures double brin. Vous avez des cassures double brin, le G2 checkpoint est activé, phosphorylation d'ATM, et vous allez avoir arrêt du cycle cellulaire en G2, G1, puis vous allez avoir mise en place du système de réparation et avec un ralentissement de la phase S. Ça, je vous l'ai parfaitement illustré avec les premières diapositives où je vous montrais qu'une interaction bactérie-cellule sur cellule épithéliale se traduisait par un arrêt du cycle en G2, pas G1 avec les cellules que j'ai utilisées, et un ralentissement de la phase S. Donc, pour permettre à la cellule de réparer les lésions. Quand il y a trop de dommages, la cellule ne répare pas, elle envoie un signal qui va d'apoptose, et donc la cellule se tue par apoptose. Ça, je vous l'ai montré, illustration de la deuxième partie de mon topo. In vivo, lors d'un sepsis sur des lymphocytes, vous avez mort de la cellule, elle ne répare pas, elle meurt par apoptose. Donc on a vu les deux phénomènes. Maintenant, il faut bien savoir que classiquement, le phénomène le plus courant, c'est que finalement la cellule soit capable de réparer. Parce que ce mécanisme, normalement, mis en route de réparation, doit permettre de réparer ces lésions et doit permettre à la bactérie de reprendre un cycle normal. Donc ce qu'on a voulu étudier, on s'est dit, bon, voilà, nous travaillons sur des bactéries qui sont dans le tube digestif, qui produisent un petit peu de génotoxine, c'est pas un sepsis, il y a des petites agressions. Est-ce que finalement la cellule n'est pas capable de réparer normalement et finalement de complètement compenser l'ensemble de ces phénomènes? Donc pour se mettre dans ces conditions-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé finalement donc, de reprendre donc, ce cycle-là, que je reprends toujours,
cassure double rebrin, activation de système de readout avec réparation, arrêt du cycle, et essayer finalement d'analyser donc sur ces cellules le contenu finalement dans le noyau de phosphorylation d'H2X avec différentes doses de bactéries en contact avec ces cellules. Donc globalement, on a fait varier la quantité de bactéries en contact avec les cellules eucaryotes et voir la quantité de cellules qui étaient phosphorylées pour H2X, la quantité de lésions de cassure double rebrin. Et quand on regarde au bout de 4 heures, on se rend compte que finalement, eh bien, quelle que soit la dose, on va avoir l'ensemble des cellules qui vont répondre, qui vont être soumises à ce stress génotoxique, et on va avoir une augmentation donc, de la phosphorylation d'H2X. Mais le plus intéressant, c'est quand on regarde après à 24 heures, et on voit que là, par contre, en fonction de la dose, on va voir qu'il y a une différence de réponse, et qu'en fait, les cellules qui ont été affectées avec les plus petites doses de bactéries sont, elles, capables de revenir, il n'y a plus de phosphorylation d'H2X, ils sont capables de revenir finalement sous une forme normale et de recycler. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? C'est-à-dire que quand il y a seulement un peu d'agression, eh bien, ce mécanisme de mise en place de réparation, il fonctionne. La cellule est capable de compenser ces cassures double rebrin, elle est capable de réparer, et elle est capable de repartir dans le cycle. Donc vous allez me dire, très bien, donc ça correspond normalement à ce que je dois observer dans le tube digestif. Le problème, c'est que quand je prends ces mêmes cellules et que je les recultive et que je réanalyse cette fois-ci le contenu des chromosomes, eh bien, je me rends compte que ces cellules, qui normalement ont l'air de cycler normalement, ont en fait des chromosomes aberrants. Donc globalement, vous avez des cellules qui semblent normales, qui cyclent, mais quand vous regardez le contenu des chromosomes de ces cellules, vous voyez des translocations, vous voyez la formation vous avez des cassures de la chromatide, vous avez formation d'anneaux. Donc globalement, vous avez des chromosomes aberrants. Si on va un peu plus loin, quand on va regarder finalement qu'est-ce qui se passe sur ces cellules, ici c'est un test qui permet de tester la capacité de la production de mutants finalement dans ces cellules, sur un test HPRT, on regarde la mutagénèse, un test colorimétrique. On voit en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une accumulation de mutations dans la cellule eucaryote. Donc vos cellules cyclent, mais ce sont des cellules mutées. Et en fait, pourquoi? On va reprendre ici, c'est toujours ce schéma que je reprends. Il y a eu une agression génotoxique. Donc la cellule a eu un stress, il y a eu des cassures double rebrin. Les stress étaient suffisamment légers, je dirais, pour qu'il n'y ait pas tout de suite dans un phénomène d'apoptose de mort. Donc la cellule a arrêté le cycle, G2, G1, a lancé le système de réparation. On a ralenti la phase S. Et puis la cellule est repartie. Le problème, c'est qu'il y a eu des erreurs de réparation. Et donc finalement, ces agressions répétées de cellules par des faibles doses de génotoxine résultent au final à une accumulation de mutations qui, au final, vont accumuler aussi une instabilité sur le génome de ces bactéries, de l'autre. Donc, et c'est là que je vais faire le lien par rapport à ce que je voulais dire au départ, globalement, qu'est-ce que le cancer du côlon? Le cancer du côlon, globalement, si on prend une vision un peu simpliste, c'est en fait une accumulation de mutations qui vont correspondre à différentes phases de progression, de promotion, de progression, puis après de prolifération et d'invasion du cancer. Donc globalement, tout départ d'une première mutation. Vous allez avoir une cellule parmi les cellules saines qui va être mutée. Et finalement, vous allez avoir promotion, suite de mutation pour arriver finalement au cancer. Ce qu'on illustre ici avec l'apparition entre le polype et une forme cancéreuse. Et donc la question qu'on peut se poser par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à la présentation que je viens de vous faire, c'est et maintenant, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de ces bactéries? Je vous ai expliqué qu'on avait ces bactéries dès la naissance. Donc globalement, à partir de 2 jours de vie, vous avez des bactéries. Et donc ces bactéries-là, je vous ai montré qu'elles sont capables d'induire finalement ce stress répété sur les cellules eucaryotes. Et la vraie question qu'on a maintenant derrière, qu'il faut essayer de démontrer, c'est est-ce que finalement, dans le temps, on ne va pas avoir une accumulation de ces mutations que je vous ai montrées, qui existent, qu'on va avoir suite à ce stress. Est-ce que finalement, en accumulant ces mutations,
On ne va pas se retrouver dans ce phénomène où finalement on va promouvoir l'apparition finalement de cellules cancéreuses. Donc voilà finalement comment on peut replacer ça. Et maintenant, conclusion perspective. Alors, bon, je pense que vous êtes convaincus qu'Escherichia coli, ce n'est pas seulement la bactérie commensale que vous avez, parce que je vous ai montré que finalement, même la bactérie commensale, finalement, elle n'était peut-être pas si commensale que ça. Ça, c'est un premier point. Mais le point important, donc, vous avez vu, c'est que ces bactéries qui ont cet îlot vont donc produire cette génotoxine qui va induire ces cassures double brin, qui va finalement agir sur cette cascade, et avec ce blocage, mais surtout la conséquence, c'est que si ça ne répare pas correctement, c'est l'accumulation de mutations. Et je crois que le concept le plus important, c'est dans cette diapo suivante, c'est les conséquences des cassures double brin. Et vous voyez qu'il existe différents agents. Ça, j'ai pris ça d'une revue générale sur les mécanismes de prévention du cancer. Donc tous les agents qui sont responsables de cassures double brin. Dans votre vie, ce n'est pas forcément les bactéries et les colis qui sont les premières bactéries qui vont être associées. Vous avez tous ces phénomènes que vous connaissez qui sont capables finalement d'une manière ou d'une autre d'altérer le génome eucaryote. Eh bien, les conséquences, c'est que suite à ces phénomènes de réparation qu'on va avoir, eh bien, les conséquences vont être variables. Alors, les conséquences, elles sont de trois grands ordres. Alors, le premier, je vous l'ai montré, c'est ces phénomènes directement sur le cycle cellulaire. On va avoir des phénomènes d'arrêt, de ralentissement. Je dirais c'est ce qui est le plus évident à voir. Mais ce que je vous ai vu après, c'est les phénomènes aussi de mort, d'apoptose. Vous avez vu que quand vous avez trop de lésions, finalement, la cellule meurt, elle n'est plus capable de réparer. Ça, c'est ce que je vous ai montré avec les lymphocytes. Mais le plus intéressant, c'est vraiment là actuellement où on développe énormément de travaux, je dirais, c'est quelles sont les conséquences à terme sur le patrimoine de l'hôte et finalement sur le phénomène d'accumulation de mutations et d'aberrations au niveau du chromosome. Et ça va toucher des phénomènes évidemment de cancer, mais aussi de sénescence. Il y a tout un champ énorme actuellement de travaux sur voir les conséquences finalement globalement sur la sénescence finalement par la présence de ces agressions multiples qui vont finalement entraîner à la fois donc évidemment des cassures du double brin, des lésions, avec une réparation plus ou moins efficace et d'où l'accumulation de ces mutations. Donc vous voyez bien que finalement on quitte complètement cette notion d'infection aiguë. Je veux dire, je suis parti des souches responsables d'infection aiguë, je suis parti de ces souches responsables de septicémie, où je vous ai dit, voilà, nous avons des souches septicémiques, on met en évidence un îlot, cet îlot code pour une génotoxine, et cette génotoxine tue les lymphocytes. Donc, l'histoire est payée en quelques jours par rapport à une souris ou par rapport à votre modèle. On parle ici maintenant de choses qui parlent sur plusieurs dizaines d'années. Le cancer du côlon, c'est sur 50 ans, 60 ans. Et vous avez des phénomènes qui vont même plus loin. Quand vous parlez de sénescence, vous êtes sur toute une vie. En quoi, finalement, cette interaction entre la bactérie et l'hôte va induire, finalement, votre longévité, mais pas dans un terme d'infection aiguë, mais simplement dans l'intégrité de votre génome et votre capacité, finalement, à répondre vis-à-vis de ces agressions multiples dont les bactéries font partie. Alors, pour replacer ça dans un contexte plus général, il faut bien savoir que la capacité des bactéries d'interagir avec le cycle cellulaire ne s'arrête pas à une seule type de toxine. Je vous ai montré ici un exemple de cette toxine que j'ai appelée là, donc la colibactine et qui a donc un effet directement finalement sur le cycle cellulaire, ce que je vous ai montré ici, colibactine. Mais vous voyez qu'il y a d'autres génotoxines, CDT, qui est une génotoxine, cette fois-ci une toxine binaire, ABC, elle est aussi capable de causer des cassures double brin. Vous allez avoir après d'autres toxines qui vont interférer sur d'autres mécanismes subtils et qui vont réguler l'ensemble de ce cycle. Et vous voyez ici donc tous ces phénomènes-là qui vont être capables d'altérer finalement un phénomène complexe et important dans la cellule eucaryote. Donc il faut bien savoir que sur cet exemple-là, l'interaction cellule-eucaryote, ce n'est pas simplement le cytosquelette, ce n'est pas simplement l'invasion, les vésicules, c'est aussi ce cycle qui a des conséquences à la fois dans l'intégrité de votre génome et aussi sur la conséquence sur la régulation de tout le phénomène prolifératif. Donc, pour faire quelque chose de court, je vais arrêter là, et pour garder des questions et discuter avec vous, je voudrais remercier ici le travail donc, des chercheurs qui ont travaillé sur ces études-là, et plus particulièrement donc, Jean-Philippe Nougared,
et puis donc maintenant qui est donc assistant professeur dans notre équipe, Gabriel Cuevas, pour les derniers travaux sur le tube digestif et donc les effets dans le tube digestif. Et finalement, écoutez, être ouvert aux questions. Je vous remercie pour votre attention et